Récemment, la Fed, l'organisme qui s'occupe de la politique monétaire américaine, a annoncé mettre fin au quantitative tightening et beaucoup voient cette information comme le point de départ d'un nouveau cycle d'accélération du marché des crypto-monnaies, le fameux bull run, avec en prime la fameuse alt season que tout le monde attend depuis la fin du bear market sur Bitcoin en 2022. Alors qu'est-ce que le quantitative tightening? Est-ce que cet événement a bel et bien un potentiel colossal pour le marché crypto? Et est-ce qu'il ne faut pas rester finalement assez prudent face à cette annonce? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et comme nous sommes en début de mois, félicitations à Louis, 33587, tu remportes un accès de 30 jours au Taurus Circle. Tu peux nous contacter directement sur Instagram pour récupérer tes accès. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à la base. C'est quoi l'argent et comment il est créé? La majorité de l'argent qui circule dans l'économie, ce ne sont pas des billets, c'est du crédit. Quand tu vas voir ta banque pour un prêt immobilier, elle ne prend pas l'argent d'un autre client pour te le prêter, elle crée simplement un nouveau chiffre sur ton compte. Cet argent n'existait pas avant, il est créé au moment où le prêt est accordé. Et inversement, quand tu rembourses ton crédit, cet argent est détruit. Il disparaît du système. Donc l'économie fonctionne de manière très simple. Plus il y a de prêts, et plus il y a d'argent en circulation, et moins il y a de prêts, ou plus on rembourse, plus l'argent disparaît. Et justement, il existe deux moyens principaux pour les États-Unis, via la Banque centrale, donc la Fed, de contrôler la quantité de liquidité dans le système. Le premier moyen, ce sont les taux d'intérêt directeurs. En augmentant les taux, la Fed rend le crédit plus cher, les gens empruntent moins, la création monétaire ralentit. Et inversement, si elle baisse les taux, eh bien elle rend le crédit moins cher, les gens empruntent plus, et donc la création monétaire vient augmenter. Donc quand la Fed augmente ses taux, l'argent continue d'être détruit via les personnes qui remboursent leurs prêts, mais il n'est presque plus recréé parce que le crédit est trop cher, ce qui fait diminuer naturellement la quantité d'argent en circulation. Le deuxième moyen qu'a la Fed pour contrôler la liquidité dans le système, c'est ce qu'on va appeler le QE et le QT, qui sont des outils beaucoup plus puissants et beaucoup plus directs pour modifier la quantité d'argent dans l'économie. Le principe est simple. Le quantitative easing, donc le QE, c'est quand la Fed va injecter de l'argent dans le système. Elle crée de la monnaie et elle va l'utiliser pour racheter des obligations. Quand elle fait ça, les banques, les fonds et les institutions se retrouvent avec plus de liquidités disponibles. Et ensuite, on a le quantitative tightening, le QT. C'est là où tout simplement la Fed va faire l'inverse. Elle va retirer de l'argent du système en laissant ses obligations expirer ou en les revendant. Résultat, la liquidité se contracte et tout devient plus difficile, donc on a moins d'investissement, moins de risques et moins de crédit. La différence avec les taux, c'est que les taux vont influencer la création d'argent indirectement, via les prêts, tandis que le quantitative easing et le quantitative tightening vont modifier la quantité d'argent, entre guillemets, directement, en agissant sur le bilan de la banque centrale. C'est pour ça qu'on considère souvent le QE et le QT comme des outils beaucoup plus puissants, parce qu'ils peuvent injecter ou retirer des centaines de milliards de l'économie d'un coup, et ça influence immédiatement les différents marchés financiers. Donc maintenant qu'on comprend comment l'argent est créé, comment il est détruit, et comment la Fed contrôle la liquidité, on peut répondre à une question essentielle. Pourquoi le système finit toujours par passer du quantitative tightening au quantitative easing? La raison, elle est simple, c'est que le QT ne peut pas durer éternellement. Quand la Fed retire de la liquidité, donc quand elle fait du quantitative tightening, quand les taux sont élevés et que les conditions financières se resserrent, tout devient progressivement plus difficile pour l'économie. On a les ménages qui vont emprunter moins, on a les entreprises qui vont investir moins, on a le crédit qui va stagner, on a certains secteurs qui commencent à souffrir, certains secteurs de l'économie, et la croissance va ralentir petit à petit. Et comme notre système repose sur une montagne de dettes qui doivent être refinancées en permanence, il arrive un moment où le resserrement devient dangereux. Plus la Fed va retirer de liquidité, plus elle prend le risque de fragiliser les banques, de faire exploser les taux sur la dette publique, de provoquer une crise du crédit, ou simplement de casser la croissance du pays. Alors, on arrive forcément au bout d'un moment à un point de rupture. Le système ne peut plus encaisser davantage de contraction de l'économie. Et c'est exactement à ce moment-là que la Fed est obligée de changer de direction. Elle arrête le QT, elle assouplit progressivement les conditions, et tôt ou tard, elle finit par revenir avec une forme de QE, donc de quantitative easing. Pas par choix, pas par volonté d'influencer les marchés, mais parce que le système économique ne peut pas fonctionner durablement avec une liquidité qui se contracte sans arrêt. C'est d'ailleurs comme ça que se créent les cycles économiques qui, en réalité, sont des cycles de liquidité. Contraction, ralentissement, risque, assouplissement,
et expansion de l'économie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est précisément en train d'arriver à ce moment charnière. Ces dernières années, on a vécu l'une des plus grosses phases de resserrement monétaire de l'histoire récente. Après le Covid, les banques centrales, et en particulier la Fed, ont dû injecter des quantités énormes d'argent dans l'économie pour éviter un effondrement total. En France, on a connu la même logique avec le fameux « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron, où l'État a soutenu massivement les entreprises, les ménages et les hôpitaux en injectant de l'argent dans l'économie. Mais cette vague de liquidité a eu un prix. On a eu plus de dettes, plus de consommation, plus de pression sur les prix, et au final, l'inflation a explosé. C'est d'ailleurs pour ça que Emmanuel Macron avait appelé ça le quoi qu'il en coûte, parce qu'il y aurait forcément des conséquences. Donc l'idée, ça a été de sauvegarder ce qui s'est passé à court terme, de sauver l'économie, les gens, les ménages, les foyers, etc. à court terme, mais on a, à ce moment-ci, sacrifié le long terme. Et donc pour reprendre le contrôle, la Fed a donc enclenché un resserrement brutal, hausse rapide des taux d'intérêt et lancement d'un quantitative tightening massif pour retirer de la liquidité du système. Résultat, pendant presque 3 ans, on est rentré dans une phase de contraction économique qui est historique. Le crédit est devenu beaucoup plus cher, les entreprises ont ralenti leurs investissements, et la croissance a commencé à s'essouffler. Et aujourd'hui, après tout ce resserrement, la Fed vient d'annoncer mettre fin au QT, ce qui a évidemment agité les marchés financiers parce qu'on s'attend à avoir un regain de liquidité sur les différents marchés financiers, en particulier sur les marchés risqués, à savoir les marchés actions et les marchés crypto. Donc là, on est clairement en train d'arrêter de retirer de l'argent du système, la contraction économique est en train de toucher à sa fin, et même si on n'est pas encore dans un nouveau quantitative easing, une chose est sûre, la quantité d'argent ne va plus diminuer comme avant, et on entre dans un moment charnière où la liquidité peut recommencer à se stabiliser, voire à augmenter. Si tu es là, c'est forcément que tu t'intéresses au trading ou à l'investissement crypto, et ça tombe bien parce que c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où on accompagne celles et ceux qui veulent vivre du trading et ou comprendre comment s'enrichir durablement grâce au marché crypto. Concrètement, tu as accès à toutes nos académies, à nos positions expliquées avec transparence, au suivi quotidien du marché pour t'aider à entrer correctement en position et à tous les outils qui vont transformer l'incertitude en clarté. Tu sais enfin où tu vas et pourquoi. Ça fonctionne que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé parce qu'on t'aide à progresser étape par étape. Et comme tout est lié, on a aussi créé une académie complète sur le développement personnel, l'éducation financière et un plan d'enrichissement en 25 niveaux pour ceux qui veulent pousser leur évolution encore plus loin. Et surtout, tu seras entouré de personnes qui poursuivent exactement les mêmes objectifs que toi parce que tu le sais, l'environnement sera toujours plus fort que l'individu. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse un commentaire, par exemple, ce que tu veux apprendre ce mois-ci. Le gagnant est sélectionné parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Alors il y a un point extrêmement précis où il faut apporter de la nuance et où il faut faire extrêmement attention. La fin du QT, ça ne veut pas dire que demain matin on réactive le QE comme en 2020. La Fed ne passe jamais de « on retire de l'argent du système » à « on injecte des centaines de milliards du jour au lendemain ». Entre les deux, il y a toujours une phase intermédiaire, un moment où la Banque centrale observe, stabilise et prépare le terrain. Donc concrètement, quand le quantitative tightening s'arrête, la Fed n'ajoute pas encore de l'argent, elle arrête simplement d'en retirer pour stabiliser son bilan et elle laisse la liquidité mondiale arrêter de se contracter. C'est ce que l'on appelle une pause monétaire. Ensuite, seulement quand l'économie en a besoin, ou si un événement majeur survient, comme une crise bancaire, un choc de liquidité, un ralentissement trop violent comme on l'a eu avec le Covid en 2020, la Fed peut commencer à assouplir son économie. D'abord via des mesures ciblées, puis via des baisses de taux d'intérêt, et éventuellement via un retour au quantitative easing. Donc, finalement, la fin du QT, c'est la fin de la contraction, mais pas encore le début de la relance. Et c'est là où beaucoup de gens font l'erreur. C'est un peu comme si la Fed venait juste de relâcher le frein, et le QE, lui, c'est quand on appuie sur l'accélérateur. Et aujourd'hui, on est exactement entre les deux. Alors avant tout, il faut être vraiment très clair, c'est une très bonne nouvelle pour le marché sur le moyen terme, le fait qu'on arrête le quantitative tightening, mais ça ne veut absolument pas dire qu'une alt-season va démarrer dans les prochaines semaines. Mais pourtant, je vais quand même vous dire à quoi je m'attends là sur l'année 2026, si on se projette un petit peu tous ensemble et qu'on prend en compte ce contexte économique qui est super important, qui est tout en haut de l'entonnoir. Voici les 3 éléments majeurs auxquels je vais m'attendre moi
pour une horizon de temps un peu plus moyen-long terme. Un, c'est qu'il y ait plus de liquidité, donc un environnement favorable pour les actifs risqués. La crypto, c'est l'actif le plus sensible à la liquidité mondiale. Quand la Fed arrête de retirer de l'argent du système, on passe d'un environnement serré, risqué, défavorable, à un environnement plus souple, plus respirable et plus propice au risque. Ça ne veut pas dire bull run demain matin, mais ça veut dire que le frein à main a été relâché. Et dans ce type de contexte, l'ordre habituel des choses, il est toujours le même. Bitcoin réagit en premier, parce que c'est l'actif macro par excellence. Ensuite viennent Ethereum et les gros narratifs. Et dans un troisième temps, là on a vraiment le temps de voir venir, en fin de cycle, on a les altcoins plus spéculatifs qui prennent en valeur. Le deuxième point, c'est la hausse du capital entrant dans les stablecoins. Quand la liquidité mondiale arrête de se contracter, puis commence potentiellement à augmenter, on a les institutions qui prennent de plus en plus de risques, les capitaux circulent davantage dans l'économie, les investisseurs cherchent des portes d'entrée rapides vers les marchés, et dans la crypto, ces portes d'entrée sont les stablecoins. On observe généralement une hausse de l'offre en stablecoin, un retour de liquidité on-chain et une augmentation des volumes des flux vers les exchanges. Les stablecoins deviennent donc des tuyaux, si vous voulez, qui transportent la nouvelle liquidité. Et pour moi, la capitalisation des stablecoins dans les prochains mois va littéralement exploser, ce qui va permettre une nouvelle vague de capitaux qui va se traduire par des investissements dans des entreprises crypto et donc dans des crypto-monnaies et donc forcément une prise en valeur potentielle des crypto-monnaies. Troisième point qui est super important à surveiller pour moi, c'est l'explosion du secteur des RWA plus d'Ethereum. Et donc c'est ici que ça devient pour moi vraiment très intéressant. Le prochain cycle de liquidité ne ressemblera probablement pas à ce qu'on a eu en 2008 ou en 2020, donc suite au quantitative easing mis en place par la Fed. Le système financier est en train, pour moi, d'adopter complètement la blockchain. On a Amundi qui tokenise ses fonds, on a les banques qui testent Ethereum, on a les régulateurs qui reconnaissent les stablecoins, on a la New York Fed qui parle d'infrastructures permissionless pour les paiements dans la finance traditionnelle, on a des événements sur la finance 2.0 qui sont en train de se faire partout dans le monde, et le résultat de ça, c'est que pour moi, quand la liquidité va revenir, elle ne se contentera pas d'aller vers les actions, elle va aussi alimenter le narratif des RWA, donc la tokenisation des actifs réels, Ethereum, qui deviendra pour moi l'infrastructure préférée des institutions avec un token qui va pouvoir potentiellement se négocier entre les 8 et les 15 000 $ selon les événements économiques qui se passent dans les prochains mois. Et on aura des blockchains compatibles avec la tokenisation qui vont se multiplier, un marché des RWA qui va être multiplié par 10, par 15 ou par 20, et je terminerai avec le fait que si vous aviez deux éléments à retenir, ça serait ceci. La fin du quantitative tightening, c'est un retour progressif de l'oxygène dans l'économie. Et le prochain cycle, ça sera pour moi une explosion potentielle des RWA, de la finance tokenisée et des écosystèmes qui les supportent. Et dès que vous avez accès à ces informations, ça vous permet d'étudier le truc, de savoir un petit peu où vous positionnez en amont, parce que là, on est clairement au début d'une vague qui va déferler sur les marchés financiers. C'est ma vision, ce n'est pas un conseil d'investissement. En tout cas, nous, chez Taurus Analysis, on se positionne, on sécurise justement, on profite des phases de retracement, de correction profonde, on fait peur à tout le monde pour pouvoir recharger nos bagues et se positionner sur différentes opportunités qui vont dans le sens de tout ce qui vous a été partagé dans cette vidéo. Et j'espère d'ailleurs que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à poser vos questions en commentaire. Et pour les plus déterminés d'entre vous, je vous mettrai le lien du Taurus Circle en description pour que vous puissiez cliquer et pouvoir nous rejoindre. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était Moon Taurus. Ciao, ciao.